Bien, bonjour, il est 10 heures, on va commencer. Je vous avais laissé la semaine dernière dans les affres du taux d'actualisation en vous expliquant que à partir des hypothèses que j'avais faites et en partant d'une éthique de nos responsabilités envers les générations futures qui intègre notamment deux éléments cruciaux, le voile de l'ignorance et l'aversion aux inégalités. Dans un monde en croissance, il est désirable d'actualiser le futur, puisque dans ce monde en croissance, investir pour l'avenir augmente les inégalités intergénérationnelles. Vous demandez à la génération actuelle pauvre, relativement aux générations futures, de sacrifier une partie de leur consommation pour accroître la consommation des générations futures qui sont plus riches. Et donc, sous cette hypothèse de croissance combinée avec l'aversion aux inégalités, il est justifié de pénaliser l'avenir, puisque en ce faisant, vous reconnaissez qu'il s'agit de compenser les générations actuelles pour le fait qu'ils soient plus pauvres quand on détermine s'ils doivent ou pas faire des efforts envers les générations futures. Et donc ça, sous une hypothèse de croissance de 2% par an, j'en avais conclu qu'il fallait utiliser un taux d'actualisation de 4%. Et avec un taux d'actualisation de 4%, ou plus globalement, le taux d'actualisation socialement désirable est égal à 2 fois le taux de croissance anticipé de la consommation des ménages. D'accord ? Et le 2 provient d'une hypothèse d'intensité de notre degré d'aversion aux inégalités collectives. OK, donc ça, c'est ce que la théorie économique nous dit depuis maintenant un certain nombre d'années, c'est la règle de Ramsey. Je voudrais confronter cette règle de Ramsey aujourd'hui à deux choses. La première chose, ce que l'on fait en pratique dans le secteur public des pays développés, et dans un certain nombre de pays en voie de développement, et puis surtout, je vais m'intéresser à ce que, depuis 2 siècles, le monde capitaliste a effectivement réalisé, a donné comme incitation, comme signal-prix aux institutions capitalistes, les marchés, les banques, les investisseurs, pour déterminer quels sacrifices ils allaient faire en termes d'épargne et d'investissement pour le bénéfice du futur. Oui, avant d'aller plus loin, ayons bien en tête que les 4%, c'est très important, c'est un taux d'actualisation élevé, même s'il est plus faible ou plus élevé selon la référence que vous utilisez sur le marché financier, ces 4%, ça veut dire écraser beaucoup les bénéfices qui arrivent à très long terme. Et pourquoi je vous parle de ça ? Je vous parle de ça parce qu'en toute généralité, construire un avenir commun durable nécessite effectivement de réfléchir à quelles actions il faut mettre en œuvre aujourd'hui pour que cet avenir commun durable puisse se réaliser, mais plus spécifiquement sur le problème du changement climatique, comme l'essentiel des bénéfices ou des avantages engendrés par nos efforts de décarbonation aujourd'hui se matérialiseront dans un avenir plus ou moins long. Et évidemment que le choix du taux d'actualisation pour déterminer la valeur carbone est tout à fait essentiel. Bien, donc regardons d'abord ce qui se passe en termes de secteur public. Alors, dans le secteur public, beaucoup de pays, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ont mis en œuvre des outils d'évaluation des politiques publiques, en particulier des investissements publics, qui nécessite évidemment d'intégrer dans ces évaluations un taux d'actualisation. Comment ces institutions publiques évaluent toute politique publique qui ont des coûts aujourd'hui et qui engendrent des bénéfices à long terme. Et on peut prendre une myriade d'exemples, depuis le TGV jusqu'au parc nucléaire, en passant par des politiques d'éducation qui engendrent évidemment des bénéfices étalés tout au long de la vie des jeunes qui vont bénéficier de ces efforts d'amélioration du système éducatif. J'en passe et des meilleurs. Donc nous avons dans les pays occidentaux des efforts qui ont été faits depuis la Deuxième Guerre mondiale de façon considérable pour essayer de faire ces calculs d'analyse coût-bénéfice qui intègrent ces coûts présents et ces bénéfices futurs. Alors actuellement, dans le monde, dans l'hémisphère nord, nous avons par exemple en Grande-Bretagne un taux d'actualisation de 3,5%. Alors je vous parle des taux d'actualisation dans ces différents pays qui sont des taux réels, donc en soustraction faite de l'inflation. Donc ce sont des taux qui actualisent des bénéfices réels à l'avenir, des kilos de blé ou des kilos de riz. Donc en Grande-Bretagne, le taux qui prévaut, c'est 3,5%.
pour des horizons de 0 à 30 ans et de 3% pour des horizons supérieurs enfin compris entre 31 et 75 ans. Le taux d'actualisation est décroissant par rapport à la maturité des bénéfices que vous contemplez. Je crois que ça descend jusqu'à 1%. En France, les choses sont un peu plus compliquées. Depuis le rapport que j'ai produit en 2011, mais on peut anticiper déjà dans un rapport précédent qui s'appelle le rapport Lebègue auprès du commissaire général au plan, aujourd'hui de France Stratégie. Aujourd'hui, le taux d'actualisation sans risque utilisé en France doit être de 1,2%. C'est la commission présidée par Roger Guenry et Jean-Paul Orliac, qui est un habitué de ces leçons, je ne sais pas s'il est présent aujourd'hui, qui donc a remis un rapport récemment qui propose, quand je dis récemment, c'est l'été 2021, donc c'est très récent, donc utilisons un taux d'actualisation de 1,2% pour tous les projets sans risque. C'était 8% au début de l'année 2000, c'est devenu 4% en 2005, c'est devenu 2% en 2011 et maintenant c'est donc 1,2%. Je reviendrai plus tard, c'est en fait plus compliqué que ça parce qu'en France, on va différencier les taux d'actualisation en fonction du profil de risque des projets qui sont évalués. Puis, dernier élément de comparaison, aux États-Unis, depuis 20 ans, ils utilisent un taux d'actualisation réel de 7% par an pour évaluer leur politique, par exemple, de Environmental Protection Agency qui évalue les régulations anti-pollution, etc., etc. C'est 7% par an. Et c'est resté 7% depuis 20 ans. C'est un taux absolument extraordinaire, que je trouve complètement aberrant d'ailleurs. Et depuis pas mal de temps, je me bats avec un certain nombre de collègues économistes américains pour le faire changer, notamment avec Kenneth Arrow à l'époque, en 2011. On avait écrit un papier ensemble avec un certain nombre de co-auteurs qui avaient tenté de réduire ce taux, mais le moment était malvenu, semble-t-il, au niveau politique. Après, on a eu Trump, etc., qui aimait beaucoup le 7%. C'est évidemment avec un taux d'actualisation très élevé. Il y a peu de projets d'investissement qui passent le test de bénéfices présents, de coûts présents inférieurs aux bénéfices actualisés futurs, puisque plus le taux d'actualisation est élevé, plus la valeur actualisée est faible. Et donc, un taux d'actualisation élevé, ça veut dire pénaliser beaucoup l'avenir et donc faire peu d'investissements aujourd'hui pour le bénéfice de cet avenir lointain, en particulier quand il est lointain. Et ces jours-ci, d'ailleurs, le week-end dernier, je me suis intéressé aux Philippines. Aux Philippines, le taux d'actualisation actuellement utilisé pour évaluer les politiques publiques aux Philippines est de 10% par an. Donc tout ça vous donne une idée de combien dans les États, et ce n'est pas des questions de capitalisme, ça c'est vraiment des décisions du secteur public qui contrôle ce taux, c'est l'État qui détermine le taux auquel il faut pénaliser le futur, et vous voyez que dans le secteur public, dans beaucoup d'endroits dans le monde, peut-être pas tellement en France avec notre 1,2%, mais dans la plupart des autres pays du monde, utiliser 7%, 10%, même 3,5%, c'est pénaliser énormément l'avenir et donc faire peu d'investissements publics pour le bénéfice de ces générations futures. Donc avant de parler de capitalisme, qui est l'objet de ma séance, observons bien que la problématique du court-termisme, il n'est pas uniquement dans le monde de la finance, il est aussi dans le monde de la sphère publique, de la démocratie et de l'État. Bien, maintenant, si vous me permettez, intéressons-nous effectivement au secteur privé. Dans le secteur privé, c'est le problème d'aversion des inégalités, qu'on en est connu en croissance, investir pour l'avenir, augmente les inégalités intergénérationnelles. Jamais personne n'en entend parler de cet argument-là pour dire qu'il faut actualiser le futur. Ils actualisent pour bien d'autres raisons. Dans le secteur privé, dans les entreprises, quand on fait un projet d'investissement, quand on réalise un projet d'investissement, on utilise une approche actuarielle, une approche fondée sur les marchés financiers, qui sont les arbitres, ces marchés financiers, qui sont les arbitres des décisions des entreprises. Et donc, quelle est cette approche actuarielle ?
Cette approche actuelle n'a rien à voir avec le voile d'ignorance, rien à voir avec les inégalités intergénérationnelles, rien à voir avec l'éthique du voile d'ignorance. Donc comment est-ce qu'on fait l'approche par arbitrage? C'est une approche actuarielle, l'approche par arbitrage qui consiste à faire l'opération suivante. Considérer un projet d'investissement sans risque, qui par exemple vous coûte aujourd'hui 1 euro et vous rapporte 2 euros dans 20 ans. Donc, imaginez qu'une entreprise a la possibilité de faire cette action. Ça lui coûte 1 euro aujourd'hui, ça lui rapporte 2 euros dans 20 ans. Est-ce qu'elle est incitée à faire cet investissement qui accroît le bien-être de la génération dans 20 ans? Supposez que les taux d'intérêt sur le marché soient de 1%. Donc, sur les marchés financiers, on observe que les projets d'investissement, l'ensemble des projets d'investissement sans risque exigent une rentabilité de 1% pour que les investisseurs acceptent d'investir dans ces projets. Ça, c'est ce que vous observez sur les marchés. C'est le marché qui, la loi de l'offre et la demande sur le marché des capitaux font que le taux d'intérêt réel sans risque aujourd'hui soit de 1%. Imaginez que ça soit le cas. Bien, dans ce cas-là, vous, chef d'entreprise, qui avez la possibilité d'investir dans ce projet d'investissement qui vous coûte 1 euro aujourd'hui et qui rapporte 2 euros dans 20 ans, 20 euros réels, 20 euros de 2022, faut-il le réaliser, faut-il pas le réaliser? Eh bien, imaginez que vous combiniez cette opération d'investir dans le projet et qu'en plus vous empruntiez sur le marché, au taux d'intérêt de 1%, une somme de 1,64 €. 1,64 € emprunté aujourd'hui sur une période de 20 ans avec un taux actuariel de 1% vous obligera à rembourser dans 20 ans 2 euros précisément. C'est pour ça que je choisis le 1,64 € emprunté aujourd'hui. Donc, si vous faites cette combinaison de deux opérations, l'opération physique de faire cet investissement qui vous coûte 1 euro, qui vous rapporte 2 euros dans 20 ans, combiné avec un emprunt de 101,64 € qui vous obligera à payer 2 euros dans 20 ans, et vous voyez que dans ce portefeuille de deux opérations, vous avez bien dans 20 ans, qu'est-ce qui se passe? Dans 20 ans, votre investissement se matérialisera, vous allez récupérer de cet investissement 2 euros, mais ces 2 euros, vous allez l'utiliser pour rembourser la contrepartie à votre emprunt de 1,64 € aujourd'hui. Donc dans 20 ans, il ne se passe rien. Vous avez neutralisé le transfert, le gain financier de votre projet d'investissement par le remboursement de cet emprunt. Et donc le seul effet de cette détention de ce portefeuille est aujourd'hui devoir dépenser 1 euro pour l'investissement physique en question, mais d'emprunter 1,64 € à la contrepartie qui vous prête c'est 1,64 €. Et donc en net, la seule chose qui se passe dans cette double opération, c'est de récupérer 64 centimes aujourd'hui. D'accord? Et donc 64 centimes, c'est la valeur présente du projet d'investissement, dans le calcul qui est représenté ici. Non, c'est pas ça, c'est ça, je me trompe toujours. Donc, le coût de l'investissement plus le bénéfice d'investissement dans 20 ans actualisé au taux d'intérêt R de 1% sur une période de 20 ans, ça c'est le 1,64. Donc moins 1 plus 1,64, ça fait bien le 0,64. Et vous voyez bien que 0,64, c'est techniquement la valeur actualisée nette du projet. Donc la valeur actualisée nette, c'est le bénéfice de cette double opération consistant à physiquement faire l'investissement et de combiner ça par un emprunt qui neutralise le flux de bénéfices futurs. Et ça, c'est facile à faire dans le cadre d'un projet sans risque. Ayez bien en tête aussi que si les taux d'intérêt sont de 1% sur le marché aujourd'hui, c'est que vous avez dans l'économie des projets d'investissement qui rapportent 1%. Des projets sans risque d'investissement qui rapportent 1% à la marge. Donc c'est le coût du capital à la marge dans le secteur, dans le monde capitaliste. C'est, si vous voulez sortir 1 euro, désinvestir du système économique dans cette économie-là, vous allez pouvoir effectivement libérer 1 euro. Vous allez pouvoir effectivement libérer 1,64 € aujourd'hui, mais ça vous coûtera 2 euros dans 20 ans de dividendes ou de plus-value dans 20 ans. Et donc, ce 1%, c'est aussi le rendement du capital sans risque dans l'économie. Vous voulez faire. Donc, si en net, en fait, ce projet d'investissement, au lieu de le considérer sous l'œil du PDG de l'entreprise, vous le considérez sous l'œil d'un intérêt général. Imaginez que ce projet d'investissement, vous
vous le financiez en réallouant le capital productif dans l'économie sur ce projet-là. Donc vous allez débaucher 1 euro de capital de l'économie sans risque auquel vous êtes confronté pour financer les 1 euro que vous devez avoir pour réaliser le projet d'investissement. Donc vous voyez que dans ce monde-là, s'il s'agit bien de création de valeur, dans le système, dans l'économie, les projets marginaux d'investissement sans risque ne rapportent que 1%. Alors que chaque fois que vous investissez 1,64 €, aujourd'hui, vous aurez 2 euros dans 20 ans, alors que ce projet-ci, il ne coûte que 1 euro à réaliser aujourd'hui pour le même bénéfice dans 20 ans. Donc les 64 centimes de différence de coût d'investissement entre ce que vous faites dans le monde de l'économie productive et de projets auxquels vous êtes confrontés, vous voyez bien que ces 64 centimes, c'est la création de valeur sociale de ce projet d'investissement quand vous l'approchez sous l'angle substitution, réallocation du capital dans l'économie vers votre projet. D'accord ? Donc ayez bien en tête, quand on fait un calcul de valeur actualisée nette, ça paraît... C'est l'approche actuelle, ça paraît éthéré, ça paraît technique. En fait, la réalité, c'est que ça donne une estimation de la valeur, de la création de valeur sociétale de ce projet par rapport à ce que ce capital, s'il n'était pas investi dans ce projet, pourrait engendrer comme bénéfice futur pour les générations futures. D'accord ? Bon, donc, voilà, les marchés financiers, ils incitent à ce que tous les chefs d'entreprise qui cherchent à maximiser la valeur de leur entreprise, qui correspond dans un monde sans friction à la création de valeur sociale de cet investissement. Cette approche qui détermine si oui ou non vous allez réaliser le projet d'investissement ou pas en calculant la valeur actualisée nette, c'est-à-dire la création de valeur sociale du projet, selon que cette vanne est positive ou négative, vous allez investir ou vous n'allez pas investir. Donc ça, les marchés financiers vont inciter tous les acteurs économiques qui ont des projets sans risque de effectivement faire ce calcul de valeur actualisée nette. Et ça, c'est compatible avec l'intérêt général. Donc, du coup, vous voyez, cette approche actuarielle, elle n'a rien à voir, je vous ai raconté la semaine dernière. On regarde juste les taux d'intérêt et tous les acteurs économiques vont utiliser ce taux d'intérêt pour déterminer si ce projet crée de la valeur pour l'entreprise par cette capacité à combiner ce projet d'investissement avec un financement fondé sur ce taux sans risque. En fait, c'est une approche fondée sur ce qu'on appelle la WACC, Weighted Average Cost of Capital, sur le coût pondéré du capital des entreprises sans risque. Donc, du coup, dans ce monde-là, on peut se poser la question de est-ce que les acteurs de l'économie capitaliste ont eu les bonnes incitations pour faire des bons investissements dans le sens de l'intérêt général sous le voile de l'ignorance. Donc, ce que je pose comme question, c'est, au fond, comparons ce que les marchés financiers ont fait comme incitation des agents économiques à réaliser des projets d'investissement avec ce que j'aurais pu suggérer de recommander. Je prends des gants parce que ce que j'ai recommandé la semaine dernière, vous avez compris que ce n'est pas exactement ce que je propose in fine à l'issue de ce cours. Mais ce qu'on pourrait faire, c'est comparer les 4% issus de la règle de Ramsey, ce que la règle de Ramsey donne comme information sur ce qu'il serait socialement désirable de faire dans le monde que je vous ai décrit la semaine dernière, avec la réalité des incitations que les entreprises ont eues depuis 2 siècles à investir ou pas investir pour le bénéfice de l'avenir. Le point important dans cette opération, dans cette affaire, dans cette réflexion, c'est que ce sont les marchés financiers. Ce sont les marchés financiers qui déterminent les incitations à faire ou ne pas faire un avenir plus durable. D'accord ? Si les taux d'intérêt sont très faibles, c'est une incitation forte pour les entreprises à investir pour l'avenir. D'accord ? Parce qu'ils auront un coût du capital faible, et quand le coût du capital est faible, le taux d'actualisation qu'ils utilisent est faible, et donc plus de projets au sein de l'entreprise, projets d'investissement au sein de l'entreprise vont passer le test d'une valeur actualisée nette positive.
Par contre, si les taux d'intérêt sont très élevés, le coût du capital des entreprises sans risque sera très élevé et peu de projets d'investissement vont passer le cap, le test de cette valeur actualisée nette positive. Donc, vous voyez bien que le taux d'intérêt du marché, c'est un truc qui effectivement est important pour les rentiers et pour les emprunteurs, mais c'est surtout la variable économique qui détermine le degré de dynamisme de l'économie et les incitations que les acteurs de l'économie ont à intégrer le long terme, enfin l'avenir de court terme et de long terme, dans leur décision de sacrifier plus le présent pour le bénéfice de cet avenir. D'accord ? Donc c'est un petit peu embêtant qu'au fond, on a là un élément qui est totalement déterminant pour notre responsabilité collective envers les générations futures. C'est ce taux d'intérêt qui va déterminer si oui ou non on va se confronter à cette responsabilité envers les générations futures. Et cet élément clé de notre économie, le taux d'intérêt, il est contrôlé par personne, il est contrôlé par les marchés. Et donc, est-ce qu'il est raisonnable de déléguer au marché le choix de ce paramètre ? Après tout, on aurait pu faire comme France Stratégie, dire le taux d'intérêt devrait être de 4%. On ne fait pas, on est dans une économie capitaliste. Dans une économie capitaliste, les taux d'intérêt sont déterminés par les marchés. Donc, regardons ce qu'on a en réalité. Donc, en pratique, quels ont été les taux d'intérêt réels dans le passé ? Alors, vous avez ici une première information qui vous donne, c'était donné de l'IMF. Alors, je m'intéresse aux taux d'intérêt réels. Aujourd'hui, les taux d'intérêt réels en France, il est le taux nominal moins le taux d'inflation. Le taux nominal à 10 ans, il est de 1%. Le taux d'inflation, je ne sais pas trop ce qu'il est aujourd'hui. Je suis désolé, je ne suis pas un macroéconomiste, mais ça a l'air d'être un petit peu inquiétant. Mais bon, en tout cas, le taux d'intérêt réel est probablement négatif en France. Donc voilà l'estimation pour les États-Unis, courbe rouge, et puis pour la médiane des 20 plus grandes nations occidentales, ce qui s'est passé en termes de taux d'intérêt réel entre 1955 et 2010. D'accord ? En prenant une moyenne mobile sur 11 ans. Et vous voyez l'information que je retiendrai essentielle, ici, c'est les taux d'intérêt réels depuis 70 ans sont inférieurs à 4%. Ils sont plutôt autour de 1% en moyenne. Donc 1%, c'est beaucoup plus faible. C'est beaucoup plus faible que les 4% qui a été ma conclusion la semaine dernière. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les marchés, si j'en crois ma théorie de la semaine dernière, les marchés ont été beaucoup plus responsables que ce qu'il eût été socialement désirable de faire. On a offert aux entreprises sans risque un coût du capital de 1%, ils ont utilisé un taux d'actualisation de 1%, alors qu'ils auraient dû utiliser 4%. Donc ils ont fait passer beaucoup plus de projets d'investissement, tous ceux qui ont une rentabilité interne supérieure à 1%, alors qu'ils auraient dû se limiter à investir dans tous les projets qui ont une rentabilité interne supérieure à 4%. Donc tous ceux qui avaient une rentabilité entre 1% et 4% ont été réalisés alors qu'il n'aurait fallu pas le faire. En d'autres termes, mes grands-parents, qui étaient moins riches que moi, ont fait des efforts considérables pour moi alors que je suis beaucoup plus riche qu'eux. Ça reprend l'argument, pourquoi 4% et pas 1%? Mais parce que dans une économie en croissance, mon aïeul, qui est dans les années 1920, il a fait un taux d'épargne très important pour l'avenir et l'avenir de ses enfants et de ses petits-enfants, avec les héritages dont j'ai bénéficié ou pas bénéficié. Je ne vous raconte pas ma vie personnelle, mais un petit bout peut-être tout à l'heure. Voilà, donc en fait, ce que ce graphique dit, à nouveau, si j'en crois, si vous me croyez mon argument de la semaine dernière pour les 4%, ce que je vois dans ce graphique de précédente et dans ce tableau, c'est qu'on a fait beaucoup plus d'efforts. Les marchés, le capitalisme a été beaucoup plus long-termiste que ce qu'il aurait fallu faire.
Ça va contre ce qu'on entend habituellement. Le court-termisme des entreprises, des marchés financiers, c'est un scandale, il faudrait revenir à une économie planifiée. Les données ne disent pas ça, en tout cas pour cette partie de l'analyse. Autre analyse, plus la découplée par pays. Alors je suis désolé, je n'ai pas refait les calculs depuis un certain nombre d'années et les données coûtent cher et je n'y ai plus accès actuellement. Peut-être que le Collège de France pourra m'aider dans les mois à venir pour réviser ces chiffres. Donc, dernière colonne, donc ça, si vous donne le taux de rendement réel pour différentes périodes du siècle écoulé, 2000-2014, donc la période la plus récente, 1965-2014, et puis l'ensemble de la période 1900-2014. Je vais me concentrer juste sur ce tableau, sur cette colonne-là. Vous voyez pour différents pays, par exemple, le taux d'intérêt réel du siècle écoulé en France a été de 0,2%. Donc, quelqu'un qui investissait dans des obligations d'État sans risque français, donc des OAT, en réel, et avec réinvestissement tous les ans des coupons et des capitaux en termes échus, cette personne-là, entre 1900 et 2014, a fait une rentabilité réelle de 0,2%, essentiellement 0%. Vous voyez, c'est encore plus loin que les 4% que je vous signale tout à l'heure. Puis vous avez des pays où c'est encore pire, quoi. L'Allemagne, alors l'Allemagne, c'est compliqué d'estimer un taux de rendement sans risque parce qu'il y a eu l'hyperinflation de la République de Weimar. Et en fait, l'argent investi au 1er janvier 1900 a été complètement évaporé. Donc en fait, leur rentabilité est égale à moins l'infini en Allemagne avec cette hyperinflation. Mais bon, je ne sais pas comment ils ont refait le calcul. Ici, j'obtiens moins 1,4%. Japon, moins 0,9%. Évidemment, là-dedans, vous avez toutes les vagues d'inflation après la Première Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, les années 70 avec les chocs pétroliers. Toutes ces vagues d'inflation ont laminé les capitaux réels des rentiers. Hein, et on appelle ça l'euthanasie des rentiers en France, hein, dans le terme historique. Bien. Donc, j'ai un problème. J'ai un problème parce que la théorie que j'ai développée avec vous la semaine dernière, confrontée à la réalité, échoue radicalement. J'ai dit quelque chose de travers. Et échoue radicalement à expliquer les faits. Donc oui, c'est ce que je vous ai raconté. Je ne veux pas revenir sur Gauchomarx, j'entendais que vous en reparliez là tout à l'heure avant la séance. Finalement, pourquoi devrais-je me préoccuper des générations futures? Qu'ont-elles fait pour moi? En fait, cette citation de Gauchomarx est absurde, parce que la réalité, c'est que Gauchomarx, il a fait beaucoup pour les générations futures, parce qu'il était confronté à un taux sans risque très faible. OK. Bien, maintenant, là, je bascule sur une nouvelle dimension de l'analyse que je n'ai pas encore couverte jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, vous avez entendu quand même que je vous ai dit à plusieurs reprises taux sans risque, investissement sans risque. Et donc, quand j'utilise des raisonnements des actuaires, raisonnements d'arbitrage, c'est-à-dire, au fond, j'ai un projet d'investissement physique réel qui me rapporte 2 euros dans 20 ans par euro investi aujourd'hui, je vais comparer ça à un autre projet d'investissement qui est investir dans le capital physique productif de l'économie qui, par chaque euro 64 investi aujourd'hui, donne 2 euros dans 20 ans. Cette comparaison des productivités de votre projet versus le reste de l'économie, c'est raisonnement d'arbitrage. Il faut investir aujourd'hui dans quelque chose qui ne coûte qu'1 euro aujourd'hui et qui produit 20 euros dans 20 ans, parce que dans le reste de l'économie, la rentabilité est beaucoup plus faible. D'accord ? Donc c'est un raisonnement d'arbitrage. Ce raisonnement d'arbitrage, il est essentiel de comparer des pommes avec des pommes. Donc, dans les raisonnements que je vous ai donnés tout à l'heure, je compare bien un projet sans risque avec un autre projet sans risque. D'accord ? Donc, la problématique est plus complexe quand il s'agit de comparer ou d'évaluer un projet risqué. Et évidemment que pour des horizons particulièrement longs, 20 ans, 50 ans, un siècle, 2 siècles, évidemment que je ne connais pas de projet sans risque à ces horizons-là. Donc, il faut évidemment intégrer.
et c'est un de mes combats de mes 20 dernières années dans ma carrière de scientifique, c'est d'intégrer cette dimension de risque et d'incertitude dans l'évaluation des projets. Et c'est le drame de la plupart des pays dans le monde, sauf la France, hein, c'est que, en particulier dans le secteur privé, les États-Unis, l'Angleterre, malgré toutes mes tentatives utilisent dans le secteur public, excusez-moi, un taux d'actualisation unique qui est utilisé pour évaluer tous les projets d'investissement, quel que soit leur profil de risque. D'accord ? Et ça, je trouve ça incroyable, quoi. Mon dernier papier, enfin mon avant-dernier papier que j'ai écrit l'été dernier, explique que faire cela, utiliser le même taux d'actualisation pour tous les projets d'investissement, ça détruit de la valeur sociale parce qu'on va surinvestir dans des projets très risqués et sous-investir dans des projets peu risqués. Je déflore là un petit peu trop vite l'analyse. Donc, est-ce que je peux réutiliser mon raisonnement d'arbitrage du deuxième transparent de ce matin, dans un monde d'incertitude? Eh bien, dans un monde d'incertitude, je peux le faire. C'est un peu plus compliqué parce que je vais devoir piocher et faire de l'archéologie pour trouver un projet d'investissement qui ait un même profil de risque que le projet d'investissement que je considère. Mais techniquement, je peux le faire. Alors, ce que je vais vous raconter ici, c'est fondé sur une théorie d'évaluation des actifs financiers qui a été construit à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale par Kenneth Arrow, un nom que vous connaissez maintenant, qui vous est familier parce que je l'ai déjà souvent cité tout au long du mois de janvier, et un autre économiste célèbre du XXe siècle qui s'appelle Gérard Debreu, hein, qui est de nationalité française et qui a fait l'essentiel de sa carrière aux États-Unis, tous les deux, Kenneth Arrow et Gérard Debreu, tous les deux prix Nobel d'économie il y a déjà un certain temps. Bon, le raisonnement d'arbitrage est assez simple. Si vous acceptez de dire, en fait, ce que je vais vérifier, je vais essayer de trouver un projet d'investissement. Donc, imaginez un projet d'investissement qui me coûte 1 euro aujourd'hui et qui rapporte Y euros dans 20 ans. Et Y, c'est une variable aléatoire. On ne sait pas ce que ça vaudra. Ça va dépendre de tas de choses. Ça va dépendre de l'évolution du changement climatique, de la croissance économique en France, de la demande de glace vanille, il s'agit d'un investissement dans un frigo, dans 20 ans. Enfin, bref, il y a une myriade de facteurs qui vont déterminer la valeur du bénéfice dans 20 ans de cette opération, et ces choses sont incertaines. D'accord ? Et je me pose la question de savoir qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui d'avoir Y euros incertain dans 20 ans, étant donné toute la caractérisation que je peux faire de Y sous forme stochastique, sous forme de distribution de probabilité. D'accord ? Donc, ce que je vais faire comme argument, c'est le même que celui que j'ai développé tout à l'heure en disant, mais au fond, dans la myriade, dans la constellation d'investissements possibles dans l'humanité, il y en a bien un. Il y en a bien un qui a un profil de risque, et donc un actif financier sur lequel il y a des échanges sur un marché, donc sur lequel il y a un prix d'équilibre. Il y en a bien un dans cette constellation de tous les projets d'investissement et de tous les actifs financiers dans le monde, il y en a bien un qui a le même profil de risque pour Y que le mien. Et donc, je vais faire le même raisonnement d'arbitrage. Ce que je vais faire, c'est que je vais investir mon euro aujourd'hui pour récupérer Y euros dans 20 ans, et je vais en même temps me mettre en position courte sur l'actif en question qui est tradé, qui est échangé sur un marché, donc sur lequel il y a un prix. Donc je vais vendre, je vais me mettre en position courte sur ce projet, sur cet actif. Je vais donc récupérer aujourd'hui le prix de cet actif sur un marché, et me mettant en position courte sur cet actif aujourd'hui, ça va m'obliger dans 20 ans moins un jour d'aller préparer Y euros à payer à la contrepartie de ma position courte sur cet actif-là. Donc ça veut dire quoi ? Même raisonnement. Aujourd'hui, j'investis 1 euro, mais je récupère P euros de ma mise en position courte sur l'actif au même profil de risque. Et dans 20 ans, il ne se passe rien parce que je réalise le Y euro de mon investissement se réalise, mais par contre, je dois rembourser ma contrepartie sur ma position courte de l'actif qui a le même profil de risque. Et donc, je dois utiliser ce Y euro
du bénéfice de mon projet pour compenser la contrepartie. Donc il ne se passe rien dans 20 ans. La seule chose qui se passe aujourd'hui, c'est je dépense 1 euro pour le projet, mais je récupère P euros, qui est le prix de l'actif au profil de risque équivalent. Enfin bref, le résultat des courses, c'est que la valeur de votre projet, c'est le prix que vous observez pour le projet qui a un profil de risque identique. C'est une évidence, hein, c'est un raisonnement d'arbitrage. Les raisonnements d'arbitrage sont par nature d'une simplicité déconcertante et ne nécessitent pas de connaissances spécifiques en économie pour les comprendre. Si le prix de marché du projet amène profil de risque a un taux de rendement R', hein, ce raisonnement-là implique que pour comparer les deux projets, pour évaluer le projet Y, il suffit de calculer une valeur actualisée nette, hein, mais qui compare effectivement, qui additionne, enfin qui soustrait du bénéfice actualisé espéré, E de Y, actualisé au taux de rendement espéré de l'actif qui a le même profil de risque. De ce bénéfice actualisé, vous soustrayez le coût de l'investissement initial. Ça vous donne la vanne. Et vous voyez que cette vanne, si elle est positive, vous dit, en fait, ce projet-là va effectivement créer de la valeur sociale, hein, puisque aujourd'hui, en combinant dans votre portefeuille la réalisation de ce projet d'investissement réel avec la mise en position courte sur l'actif qui a le même profil de risque, vous voyez que cette double opération n'a pas d'effet à 20 ans et engendre une valeur, un cash flow positif si la vanne est positive, le cash flow qui est égal à la vanne. Donc voilà, donc à nouveau, les marchés financiers vous permettent d'observer la rentabilité espérée de projets d'investissement au même profil de risque, et il se fait, l'observation est que ce taux d'actualisation, qui est le taux de rendement espéré des projets d'investissement au même profil de risque, que ce taux d'actualisation est en général différent du taux d'intérêt sans risque. D'accord ? Le R' là, il est différent de R. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que beaucoup de projets d'investissement engendrent des bénéfices sociétaux qui sont faibles dans les mauvais états du monde. Et ici, vous avez une illustration de cela, enfin un certain nombre d'illustrations de cela. Regardez, là c'est mon collègue Robert Barrault de l'Université de Harvard qui a produit ce tableau en 2007, hein, qui a regardé sur les périodes de crise des guerres mondiales ou des dépressions, la Grande Dépression des années 30, qui a regardé l'évolution des portefeuilles d'actions diversifiés, hein, dans les pays en question, et à regarder l'évolution des prix de valeur de marché de ces portefeuilles diversifiés actions, hein, dans ces périodes-là. Et vous voyez par exemple, hein, que je vais prendre, prenez la France 1929-1931, si je ne me trompe pas de ligne, le taux de rendement réel des actions pendant la période, par an, a été de moins 22%. Donc, et sur 3 ans, quoi. Hein. Non, c'est pas ça ? C'est moins 20,5. Je vous remercie, je suis un parallaxe là. Donc moins 20% par an pendant 3 ans. Hein, donc ça veut dire moins 70% au bout du résultat. Alors qu'un portefeuille sans risque, c'est beaucoup moins bien, enfin non, c'est beaucoup mieux comporté. Voilà, j'allais faire une double négation, excusez-moi. Donc voilà, c'est un problème évidemment d'investir dans des trucs qui vous rapportent peu quand vous êtes en pleine crise, quoi. Vous préféreriez avoir des projets d'investissement qui vous rapportent plus quand vos autres revenus se sont écroulés, quand vous êtes au chômage, par exemple. D'accord ? Et on voudrait bien avoir ça, ça permettrait d'assurer nos autres risques qui sont eux aussi corrélés avec... positivement corrélé avec la croissance économique. Donc évidemment, marché action, les actions, portefeuille d'actions, il y a un profil de risque qui fait que, vous voyez ça à chaque crise, hein,
Le CAC 40 chute quand on annonce une crise financière, une crise économique. Et donc ça, évidemment, c'est pas chouette, parce que mon revenu du travail est aussi... je voudrais bien avoir un portefeuille qui a une rentabilité plus forte quand mes revenus du travail s'écroulent. C'est pas ça, en tout cas pour le marché financier. Et donc, ici, vous avez... les conséquences de cette observation qu'investir en actions, imaginez que votre projet d'investissement, il a le même profil de risque qu'un portefeuille diversifié CAC 40. Il y a plein de projets qui ont des profils de risque de même nature, et à France Stratégie, on essaye d'estimer ce profil de risque par un paramètre sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Imaginez pour l'instant que votre projet d'investissement il a le même profil de risque que le CAC 40. D'accord ? Quel taux d'actualisation vous devez utiliser ? Je vous ai expliqué que vous devez utiliser comme taux d'actualisation le taux de rendement moyen espéré, ou le taux de rendement espéré du CAC 40. D'accord ? Eh bien, pour la France, sachez que sur le siècle écoulé, le rendement réel d'un portefeuille diversifié CAC 40 et ses ancêtres a été de 3,2% par an. Là, je ne me trompe pas de ligne. De toute façon, même si je me trompais de ligne, c'était la même chose. 3,2% à comparer à 0,2% pour les investissements sans risque. Donc vous voyez qu'il y a une prime de risque de 3% en France pour les gens qui ont accepté de investir dans un portefeuille d'actions qui sont assez durs, dans les mauvaises années, ça déguste les CAC 40, plutôt qu'avoir, en bon père de famille, investi en obligations sans risque. Voyez donc ça doit nous inciter à réfléchir à quel taux d'actualisation on doit prendre dans l'intérêt général. À nouveau, la technique d'arbitrage, c'est à nouveau une technique qui permet d'estimer la création de valeur sociale, donc ça va dans le sens de l'intérêt général. Mais vous voyez que pour un projet d'investissement risqué dont le profil de risque en France est similaire à l'évolution du CAC 40, eh bien vous devez utiliser un taux d'actualisation non pas de 0,2%, mais de 3,2%. Pour les États-Unis, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais pour les États-Unis, le taux sans risque sur le siècle écoulé a été de 2%. Vous voyez qu'aux États-Unis, depuis un siècle, la rentabilité moyenne du portefeuille SP500 ou Dow Jones, ou vous utilisez ce que vous voulez, c'est de 6,5%. D'accord ? À comparer de 2%, ça fait une prime de risque de 4,5%. Ça, c'est sorti de travaux de mes collègues de la London Business School. Ils ont intitulé le livre qui synthétise toutes ces informations. Le livre, c'est Le triomphe des optimistes, The Triumph of the Optimist. La comparaison de cette colonne avec celle de la même colonne sans risque de tout à l'heure vous montre l'intensité des primes de risque, le bonus qui a été offert par les marchés financiers aux acteurs de l'économie qui ont accepté de prendre le risque, accepté de porter le risque d'innover, de créer, de produire. Ce sont ceux qui ont investi dans le capital des entreprises plutôt que dans les dettes des entreprises ou des États. Des entreprises, c'est risqué aussi, mais plutôt que d'investir en bon père de famille dans des OAT, ces gens qui ont osé prendre le risque d'entreprendre, ils ont été largement rémunérés, récompensés pour cela. La contrepartie de cela, c'est que pour les entreprises qui portent ces risques, le coût du capital a été très important. Ça, c'est non seulement la rentabilité, c'est deux faces de la même pièce, le coût du capital de l'entreprise et la rentabilité du portefeuille. C'est la même chose. D'accord ? Donc, autant ça a été super pour les optimistes, autant ça a été une catastrophe pour la dynamique de l'économie. On a imposé des coûts du capital aux entreprises risquées extrêmement importants. Extrêmement importants. Élevés, plus élevés que les entreprises moins risquées. Et vous comprenez pourquoi. Vous comprenez parce que c'était le transparent précédent, parce qu'on est averse pour le risque, on a de l'aversion pour le risque, et on voudrait plutôt s'assurer contre les récessions, plutôt que d'assurer les autres contre les récessions. Acheter des actions, c'est accepter d'assurer, par exemple, les travailleurs qui ont des salaires qui résistent à la crise, sauf ceux qui perdent leur emploi, qui ont une indemnité de chômage. Bref, les capitalistes ont une forme d'assurance, offrent une assurance aux autres acteurs de l'économie, parce que c'est eux qui vont prendre le premier choc
de la récession, c'est les profits vont s'écrouler, mais les salaires vont rester stables. Donc les capitalistes, ils offrent une assurance au reste de l'économie, il faut bien le comprendre. Et offrir une assurance, c'est quand vous avez de l'aversion pour le risque, mais pas trop, il faut que vous soyez récompensé pour cette assurance, c'est la prime de risque, cette prime de risque qui a été exprimée là. Cette prime de risque a été tout à fait conséquente. C'est ça qu'il faut retenir de l'histoire des marchés du capitalisme au long du XXe siècle, c'est cette très importante rentabilité. Alors on peut comparer ça je me limite au... C'est rétrospectif, ceci. Je voudrais m'intéresser à des analyses prospectives. Alors une petite parenthèse, je n'ai pas eu le temps de faire un slide parce que j'avais oublié ça dans l'avion ce matin, je me suis rappelé que je devais vous en parler. Mon collègue Sébastien Pouget, avec co-auteur de l'Université de Yale, ils sont allés faire de l'archéologie de données à Toulouse. Figurez-vous qu'à Toulouse, nous avons probablement la plus ancienne société par action qui existe dans l'humanité, qui s'appelle la Société du Basacle, une société de moulins sur la Garonne, qui s'est très rapidement, dans les années 1370, instituée en société par action. Et figurez-vous qu'on a, année après année, le prix de ces actifs et on a une idée des dividendes qui ont été versés pendant cette société entre 1370 et 1946, l'année de la nationalisation et de rattachement de ça à EDF, puisque après avoir d'abord moulu du grain, à partir du milieu du XIXe siècle, cette société a vendu de l'électricité. Et bien, figurez-vous que la rentabilité moyenne réelle de 1370 à 1946, dixit mon collègue Sébastien Pouget de TSE, a été de 5% par an, réel, 5% par an. C'est largement plus que la rentabilité d'investissement sans risque alternatif dans l'économie française tout au long de cette période. Voilà, ça c'est rétrospectif. Ici, j'ai une analyse prospective de ce que les gens sont prêts à payer pour avoir des bénéfices très éloignés dans le temps. Vous avez en Singapour et vous avez en Grande-Bretagne des trucs qui n'existent pas en France, c'est-à-dire que vous pouvez être propriétaire de votre bien immobilier jusque pour 250 ans. C'est des bails amphithéotiques, enfin bref, vous comprenez ce que je veux dire, qui peuvent avoir une durée de 1 an jusqu'à 999 ans. Donc vous pouvez être propriétaire. Et donc j'ai des collègues, je connais bien ces gens, certains sont à Harvard, d'autres à Chicago. Ils sont allés voir des données, ils ont comparé en Angleterre 2 maisons en tout point identiques. J'ai oublié les problèmes économétriques et statistiques de tout ça, mais l'idée est la suivante, comparer 2 maisons, elles sont toutes les deux elles sont les mêmes. Sauf que dans un cas, vous êtes propriétaire à perpétuité, et dans l'autre cas, vous êtes propriétaire seulement pour 250 ans. D'accord ? Oui, bien, sur le marché, le prix d'équilibre sur le marché sera plus faible pour la personne, pour la maison qui est avec une durée limitée de 250 ans par rapport à la perpétuité. Donc mes collègues sont allés voir les différentiels de prix. Le différentiel de prix moyen, il est là. Quel est le bonus lié au fait d'avoir par rapport à la maison qui est propriété à perpétuité, la réduction de prix de marché par rapport à cela. D'accord ? Donc ils ont regardé pour toutes les maisons qui ont un bail amphithéotique. Waouh, je l'ai eu. Je suis un peu averse au risque quand même. De 80 à 99 ans, 150 ans à 300 ans et plus de 700 ans. Alors plus de 700 ans, là on n'en voit plus vraiment de bonus. Mais quand même, pour 300 ans, ou entre 150 et 300 ans, vous avez quand même une réduction de prix de 3-4% par rapport à la perpétuité. Donc ça vous donne, vous voyez bien que ça vous donne une information sur ce qu'on est prêt à payer aujourd'hui pour avoir quelque chose dans 250 ans. Ça vous donne une idée du taux d'actualisation que les gens utilisent, ou que le marché utilise, mais évidemment, ce n'est pas vous qui allez profiter de la maison dans 250 ans, nous sommes tous d'accord, mais c'est le fait que vous allez pouvoir revendre à quelqu'un d'autre dans 50 ans, qui va l'acheter pour un bail de 200 ans, et puis qui va le revendre, enfin, vous voyez de quoi je parle. Donc ça vous donne une idée du taux d'actualisation qui est utilisé par les gens pour estimer le bénéfice de pouvoir disposer d'un bien dans 250 ans. Eh bien, figurez-vous que le calcul qu'ils obtiennent, c'est que
ce bonus, il correspond à un taux d'actualisation de 2,6% réel au-delà de 100 ans. D'accord ? Alors, c'est juste marché de l'immobilier, quel est le profil ? J'ai eu beaucoup de discussions avec eux, j'étais arbitre en fait de leur papier publié dans Review of Financial Studies, sur quel est le profil de risque de l'immobilier. C'est pas investir dans l'immobilier, j'espère que vous êtes bien convaincus que ce n'est pas un investissement de tout repos et c'est risqué. D'accord ? Et dans l'histoire de l'immobilier, vous avez eu des crashs monumentaux. Notre génération l'a complètement oublié parce qu'on n'en a pas eu. Mais dans le passé, on a eu des crashs, et partout dans le monde, on a des crashs assez considérables. Parlez-en à vos collègues du Nevada il y a une dizaine d'années, par exemple. OK, je vais passer ça. OK, maintenant, il me reste 10 minutes. Il me reste 10 minutes pour vous présenter une théorie qui va permettre d'étendre ce que je vous ai raconté sur Ramsey la semaine dernière à un monde d'incertitude. Et ça va me permettre de faire deux choses. Ça va me permettre d'une part de réviser ma compréhension du taux sans risque, parce que dans les 4% que je vous ai expliqué la semaine dernière, j'ai fait l'hypothèse que j'étais sûr que la croissance serait de 2%, et j'ai conclu en vous disant « oui, mais attention, c'est de la folie de faire cette hypothèse-là, en particulier pour des horizons de long terme ». Donc je vais revoir ma règle de Ramsey pour y intégrer l'incertitude macroéconomique sur l'évolution de la société. Ce n'est pas sûr qu'on soit de croissance de 2% pour toujours. Même aujourd'hui, on peut douter d'une croissance de 2%, enfin aujourd'hui, dans les 5 ans qui viennent. Et en plus, je vais intégrer aussi une notion de prime de risque pour les gens qui acceptent de prendre le risque collectif, en achetant des actions plutôt que des obligations. D'accord ? C'est ce double effort que je vais faire. Alors, je vais aller un peu vite, je m'excuse, j'y reviendrai la semaine prochaine, et puis surtout, Aude Pommeret, que je vais introduire dans 10 minutes, va aussi vous parler de ce type de modèle. Donc maintenant, je vais refaire les mêmes calculs que la semaine dernière, mais sauf que j'ai de l'incertitude. Donc, à différents endroits, j'ai des espérances. Donc, quelle valeur présente, que je vais appeler V, pour un bénéfice futur incertain Y ? Je reprends mon analyse de tout à l'heure, j'ai un projet d'investissement qui me rapporte Y dans T années, quelle valeur je lui accorde d'un point de vue de l'intérêt général ? Alors, imaginez deux solutions pour répondre à cette question. Une solution où vous ne faites pas d'investissement, il ne se passe rien aujourd'hui, vous consommez C0. Il ne se passe rien dans T années, vous consommez CT. C'était incertain, c'est de la consommation qui prévaudra dans T années. Maintenant, je reconnais que c'est une variable aléatoire. Ça, c'est ce qui se passe si vous décidez de ne pas investir. Si vous investissez, quelle est la somme maximum V que vous êtes prêt à payer pour faire cet investissement ? C'est celle qui va égaliser votre bien-être si vous ne faites rien, qui est le membre de gauche de cette égalité, avec le bien-être que vous pouvez anticiper si vous faites l'investissement et que vous payez la somme maximum que vous êtes prêt à payer pour l'investissement, qui est V. Donc si vous acceptez de payer V, votre utilité aujourd'hui sera U de C0 moins V, et puis votre utilité future sera égale à l'espérance d'utilité de CT plus le bénéfice qui va être engendré par cet investissement. D'accord ? Et la valeur de V est celle qui égalise ce que vous allez obtenir en termes de bien-être intertemporel ou intergénérationnel sans cet investissement, avec ce que vous allez faire si vous faites cet investissement, que vous payez le prix maximum que vous êtes prêt à payer. Donc ça, je ne reviens pas sur le voile d'ignorance, l'aversion des inégalités, ça c'est déjà dedans et j'en ai déjà parlé la semaine dernière. D'accord ? Pour justifier pourquoi, en termes de point de vue de l'intérêt général, c'est comme ça que je dois calculer normativement la valeur d'un bien, d'une action qui engendre Y euros dans T années. Bon, je passe les calculs, je fais les mêmes trucs que ce que j'ai fait la semaine dernière. Je n'aime pas faire des mathématiques en cours, vous l'avez déjà compris, donc je préfère m'accrocher aux fondamentaux. Donc tout ça vous permet de calculer finalement la valeur de V, la valeur présente aujourd'hui d'un projet d'investissement qui engendre un bénéfice Y dans T années. D'accord ? Et bien, ce V est donné techniquement par cette équation. C'est une équation super simple. Si je vous donne la forme de la fonction utilité
marginale, si je vous donne la fonction de distribution de CT, si je vous donne la distribution jointe Y du bénéfice du projet avec CT, vous êtes capable de calculer cette espérance et me donner la valeur de V. Donc, techniquement, c'est un truc de maths, quoi. C'est un truc d'ingénieur, c'est un truc d'actuaire. C'est pas compliqué, quoi. Enfin, il faut juste connaître un petit peu de théorie des probabilités et être capable de calculer l'intégrale. Il est agréable de transformer cette équation en une autre qui est représentée comme ceci, où en fait, je vais dire V, c'est la valeur actualisée au taux R à déterminer de l'espérance du gain. D'accord? Donc je reviens sur les outils de l'actuariat. Les outils de l'actuariat consistent à calculer une valeur présente comme l'espérance de gain futur actualisée à un certain taux R. Et ce taux R, en utilisant cette égalité qui est définie R, en fait, ce taux R, il est donné par ça. Bien, ça c'est un peu compliqué. Hein. C'est facile pour un matheux, il n'y a pas de loi demandée, mais c'est un peu compliqué et surtout ça ne donne pas beaucoup d'informations. Donc ce que je vais faire, des hypothèses simplificatrices de même nature que ce que j'ai fait la semaine dernière. La semaine dernière, je vous ai par exemple dit, j'utilise une fonction d'utilité marginale qui est décroissante de façon sous forme géométrique, quoi. Avec un taux de décroissance gamma. Gamma, c'est ce fameux degré d'inversion aux inégalités dont je vous parle depuis maintenant une semaine. Et puis, je vais faire deux hypothèses supplémentaires. La première, c'est de dire, en fait, je vais faire l'hypothèse que je suis dans un mouvement brownien géométrique. La croissance de ma consommation, c'est un processus brownien, un processus brownien géométrique, hein, avec un trend de croissance mu, les fameux 2% dont je vous ai parlé la semaine dernière, et puis une volatilité sigma qui est, je suppose, connue. Hein, donc, voilà. Donc, c'est un mouvement brownien géométrique, que je le discrétise, ce n'est pas une difficulté particulière. Et puis, je vais faire l'hypothèse aussi supplémentaire que Y, le gain de mon projet, il est une fonction du niveau de prospérité qui sera atteint au moment de la matérialisation des bénéfices de ce projet. Hein, c'est la relation entre le gain de mon projet et la prospérité de mon économie, c'était la puissance bêta. Donc, prenez bêta égale 0, vous avez là un projet d'investissement sans risque qui vous donne 1 à tous les coups. Bêta positif, ça veut dire que le projet va engendrer un bénéfice supérieur si l'économie est plus prospère. TGV, par exemple, le TGV, ça crée plus de valeur si on a besoin beaucoup de voyager parce qu'on a beaucoup d'argent et qu'on veut partir en voyage, en vacances. Donc TGV, typiquement, crée de la valeur sociale à l'avenir qui sera d'autant plus important que la prospérité sera là. On n'a pas besoin de TGV quand on retourne à l'âge de la pierre. Et puis vous avez des projets d'investissement avec bêta négatif, c'est l'or par exemple, hein, qui engendre des bénéfices plus élevés quand tout va mal. Dans le cas, c'est un projet bêta serait négatif, quoi. Une relation négative entre le bénéfice et le niveau de prospérité. Eh bien, si vous faites toutes ces hypothèses, cette fonction, ce truc super compliqué, se simplifie considérablement en disant que mon projet, hein, alors vous voyez que mon projet, il a un paramètre, c'est bêta. Mes projets se différencient par un seul paramètre dans cette affaire, c'est le bêta, c'est l'élasticité revenu, du bénéfice net de mon projet. Et j'ai des projets avec des bêtas élevés, j'ai des projets avec des bêtas nuls, des projets sans risque, et des projets avec des bêtas négatifs, ceux qui ont un bénéfice assurantiel pour la société. Et donc, ces différents projets ont un profil de risque qui est caractérisé juste par un paramètre, bêta. Bien, figurez-vous que le taux d'actualisation que je dois utiliser pour ce projet, il est une fonction linéaire de bêta, avec deux paramètres dans cette fonction linéaire, le taux sans risque, ce qui se passe quand bêta égale 0, quand bêta égale 0, y est une constante. Donc quand bêta égale 0, le taux d'actualisation que vous devez utiliser, c'est RF. Hein? Et RF, il est donné par les valeurs des paramètres de mon problème, c'est-à-dire le degré d'aversion aux inégalités, qui est aussi un degré d'aversion au risque, hein, vous l'avez compris la semaine dernière, le trend de croissance de l'économie, et en fait, dans ceci, vous retrouvez la formule de Ramsey, hein, le taux sans risque est égal
au produit de l'aversion des inégalités par le taux de croissance de l'économie. Et je vous ai donné tous les arguments et tous les fondements économiques de cela et éthiques de cela la semaine dernière. À cela, de cette règle de Ramsey, vous l'ajustez pour tenir compte du fait que vous n'êtes pas si sûr que la croissance sera mue. En fait, la croissance, ce n'est que le trend de croissance qui est égal à mu. Le fait qu'il y ait une incertitude vous incite à réduire le taux d'actualisation de ce montant-là. Et puis, pour des projets d'investissement risqués, avec des bêtas positifs, vous devrez rajouter à ce taux sans risque une prime de risque qui est proportionnelle donc à bêta, avec un coefficient de proportionnalité qu'on appelle la prime de risque agrégée, pi, et la prime de risque agrégée est simplement égale, est proportionnelle à la volatilité de la croissance économique. Voilà. Donc ça, ce modèle-là, on l'appelle le modèle, alors en anglais, je suis désolé, Consumption-Based Capital Asset Pricing Model, hein, qui a été, alors j'ai oublié de, est-ce que je le cite quelque part? Oui, c'est ça. Donc ce modèle, il a été imaginé par Robert Lucas, Rubinstein, Michael Bridon, Ian Mosin dans les années 70 et 80. Un certain nombre d'entre eux ont obtenu, enfin le premier en tout cas, a obtenu le prix Nobel d'économie pour cela. Je ne sais plus exactement quand, dans les années 90. Voilà, donc voilà, j'ai résolu mon problème d'intégrale dans un cas particulier, et dans ce cas particulier, j'ai une formule comme celle-là. Ok, en 2 mots, parce que le temps, laissez-moi encore 2 minutes, et je m'excuse par avance auprès de Aude. Quelques éléments d'analyse ici. Premier élément, le taux sans risque. Le taux sans risque, je vous ai donné, c'est une adaptation de la formule de Ramsey. Et elle dit, et ça c'est une bonne nouvelle, la prise en compte du risque doit m'inciter à réduire le taux d'actualisation pour les projets sans risque. Alors ça c'est bien parce que, rappelez-vous, je vous dis depuis une semaine, je vous dis qu'il faut utiliser 4% pour les projets sans risque, et les marchés vous ont donné 1% sur le siècle écoulé. Eh bien peut-être que j'ai une explication de pourquoi les marchés utilisent un taux d'actualisation plus faible que ce que le Ramsey propose, parce que les marchés, ils savent que la croissance est incertaine. Hein, et pourquoi l'incertitude sur la croissance doit nous inciter à utiliser un taux d'actualisation plus faible? En 2 mots, regardez par introspection. Quand vos propres revenus futurs deviennent plus incertains, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez épargner plus. Hein. L'incertitude auquel vous êtes confronté par rapport à votre revenu du travail dans les années à venir incite à l'épargne de précaution. Le concept d'épargne de précaution qui a été la première fois édicté par John Keynes dans les années 30, elle se vérifie en pratique. Toutes les études macroéconomiques qui ont été faites, les microéconomiques qui ont été faites depuis 50 ans, montrent qu'effectivement, une augmentation de l'incertitude au niveau des ménages sur le revenu futur incite les ménages à épargner plus. Mais ce qui est désirable au niveau de l'individu doit évidemment être socialement désirable aussi. Et donc, il faudrait, quand il y a plus d'incertitude macroéconomique sur le revenu des ménages dans leur ensemble, il faut inciter à faire plus d'investissements de précaution. Et comment est-ce qu'on fait plus d'investissements de précaution? Eh bien, on réduit le taux d'actualisation. En réduisant le taux d'actualisation, plus de projets vont passer la barre du test d'une valeur actualisation nette, actualisée nette positive. Hélas, et je n'en dirai pas plus, et j'y reviendrai la semaine prochaine, hélas, quand vous calibrez ce modèle, cette équation corrigée de Ramsey, vous n'obtenez pas grand-chose, parce que la volatilité du taux de croissance, sigma, c'est la volatilité du taux de croissance de l'économie française dans le siècle écoulé. Ce sigma, c'est 3% par an. Quand vous mettez 3% dans cette formule, le terme de correction qui intègre le risque, il est de 0,18% par an. D'accord, donc du coup, toute cette histoire me dit il ne faut pas utiliser 4%, il faut utiliser 3,82%. Ça me fait une belle jambe. Alors moi qui suis un spécialiste de la théorie de la décision en incertitude, où j'ai consacré ma vie pour expliquer que l'incertitude est un élément radicalement important pour nos décisions, ça ne donne rien en fait. Donc je ne suis pas très bien. Je ne suis pas très bien. Du coup, il va falloir que vous veniez la semaine prochaine encore. Et puis, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là, en fait, parce que je reviendrai la semaine prochaine sur la prime de risque et sur... Et là aussi, juste pour vous dire, la correction pour le risque du projet lui-même, elle est peanuts dans ce modèle-là. D'accord ? La prime de risque... si on croit vraiment à un mouvement brownien géométrique pour la croissance économique, la prime de risque qu'on doit utiliser pour pénaliser les projets qui augmentent le risque macroéconomique plutôt que de le réduire, bêta
pi. Ce pi, il est très faible, le pi il est aussi de 0,18%. Alors que vous l'avez vu, dans un tableau précédent, la prime de risque de marché pour le CAC 40, il a été de 3%. Pour le SP500, il a été de 4,5%. Donc on est très très loin de 0,18%. Et bien donc, du coup, la semaine dernière, je vous ai dit la théorie est quand même pas super. Ici, je vous dis, je pense qu'il est important de mettre le risque dans l'analyse, quel est le degré de leur responsabilité envers les générations futures. Il faut bien intégrer le fait que finalement on n'est pas si sûr que les générations futures seront plus heureuses que nous, plus prospères que nous. Finalement, je conclus en tout cas dans ce modèle que la prise en compte du risque, ça n'a pas beaucoup d'importance. En tout cas, sous le modèle, sous l'hypothèse d'un mouvement brownien géométrique, vous allez avoir maintenant accès à un autre modèle, et c'est Aude Pommeret qui va vous le présenter. Donc Aude Pommeret est ma collègue de l'Université de Savoie, qui est aussi une chercheuse à France Stratégie. Elle participe à pas mal de commissions de France Stratégie. Elle a participé à la commission Quinet 2 qui nous donne des valeurs carbone. Elle participe à la commission Guenry-Orliac qui nous donne un taux d'actualisation de 1,2% pour les projets sans risque. Elle participe à la commission Criqui qui estime des coûts d'abattement pour différents trucs. Enfin, vous voyez, c'est la personne clé en France de la génération montante qui va, dans les 40 prochaines années, vous porter les messages que j'essaye aussi de porter. Et j'ai eu la chance de travailler avec elle l'année dernière. Tu peux monter sur scène. J'ai eu la chance de travailler avec elle l'année dernière pour faire la contre-expertise du projet CIGEO, le projet d'enfouissement des déchets nucléaires. Elle va vous en parler beaucoup mieux que moi. Voilà, alors, merci beaucoup. Je passe la parole, 2 minutes d'interruption pour passer le micro, et on reprend donc dans 2 minutes. Merci.